La politique au-delà de la partisanerie est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour tout le monde. Merci d'être encore présent pour notre chronique qu'on fait, André Baudin puis moi. Ça nous fait plaisir d'être avec vous pour une deuxième émission. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est une trouvaille d'André. Ça va s'intituler « En direction de la politique active ». Je pense que ça va bien résumer les propos qu'on devrait avoir. André, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ça va partir, on va partir un peu des gens qui nous ont influencés d'une manière ou d'une autre pour se lancer vraiment dans la politique au niveau provincial. On l'était déjà, disons, au niveau local, soit du côté administratif comme toi, ou moi du côté politique active comme conseiller municipal, puis ensuite comme maire. Mais là, c'était comme un espèce de tremplin, là. Et il y a des gens qui nous ont fortement poussés dans le dos. Ça n'arrive pas tout seul, hein? Non, ça n'arrive pas tout seul. Ouais. Oui, dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'attarder là, sur les gens qui nous ont influencés, hein? Soit dans notre vie professionnelle, qui nous ont, comme tu dis, qui nous ont poussés des fois, sans le vouloir, vers la politique active. Puis nos dossiers aussi, nos causes, hein? Les causes qu'on a défendues, des fois avant d'entrer en politique, puis aussi quelquefois pendant notre passage en politique. Puis également nos grandes satisfactions, puis aussi peut-être nos déceptions. Hein, parce qu'on ne peut pas tout égagner, nos combats. Non. Malheureusement, c'est pas comme ça dans la vie. Donc, puis pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission, ben dans le fond, ce qu'André puis moi, ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire ressortir, là, bien humblement, peut-être des facettes de la politique ou de la vie publique qui ne sont pas toujours évidentes, là, des fois dans les médias, dans les nouvelles, ou des faces cachées, mais des faces positives. L'idée, c'est de faire ressortir des éléments qui nous apparaissent intéressants, puis parler aussi de la personne. Là. Avant d'être politicien, on est des humains, on est des hommes, des femmes qui faisons un travail qui est nécessaire, puis faire ressortir peut-être certaines dimensions moins évidentes. Donc, on va commencer peut-être avec les personnages, je dirais, non politiques ou pas nécessairement en politique provinciale, comme on a fait, toi et moi. Des personnages influents là, qui ont eu une incidence là, sur notre cheminement professionnel et puis qui nous ont emmenés par le fameux en politique. Fait que je te laisse la parole pour commencer. Oui. Moi, je pense que le premier qui me vient à l'esprit et que j'oublierai jamais, qui à Grande-Rivière en particulier, puis dans la région et dans la MRC du Rocher-Percé aussi, c'est le docteur Gage Tuberton, que j'ai connu d'abord comme médecin de famille chez nous, qui a pris grand soin de mon père, qui était malade pendant des années, puis que j'accompagnais. Donc, j'ai eu l'occasion de le consulter comme médecin, mais également, entre les rencontres avec mon père, j'avais des conversations avec lui. Mais à ce moment-là, j'étais relativement jeune, j'avais peut-être 25, 26 ans. Puis, évidemment, Gage Tuberton, qui n'était pas nécessairement un politicien dans l'âme, mais qui avait le bien commun, qui était préoccupé par le bien commun, et particulièrement dans le domaine de la santé pour l'hôpital de Chandler. Mais également, sur le plan politique, un peu plus à Grande-Rivière. Il a été maire à Grande-Rivière de 1966-67, si je me souviens bien, jusqu'en 1974 où il a été malade, mais quand même demeuré maire jusqu'en 1976. Gage Tuberton, sur le plan, disons, du bien commun de la région, sur le plan aussi du développement de la municipalité de Grande-Rivière, qui est devenue une ville avec le temps et qui a patronné un peu, beaucoup la fusion municipale des municipalités de la paroisse de Grande-Rivière. Alors, Gage Tuberton, ça a été quelqu'un, disons, qui m'a influencé. Pas nécessairement sur le plan politique partisan. Il était partisan, mais dans nos discussions avec moi, il évitait, disons, la partisanerie. Au même titre, un autre avec qui j'ai eu de bonnes conversations, puis on a été maire en même temps, c'est M. Roger Rey.
D'ailleurs, ces deux personnages-là sont décédés. Et Roger Rale, que tout le monde connaît comme un commerçant qui a réussi, le meuble Rale de Chandler. Et en plus, Roger, on voyageait ensemble au plan municipal, puis à Chandler, il restait voisin de chez mes grands-parents Caillé. Fait on avait l'occasion de se voir en dehors, disons, du domaine municipal. Puis c'est peut-être plus en ces occasions-là que Roger, c'était d'une grande sagesse, cet homme-là, et avait une vision que j'appellerais correcte du développement régional, mais également, disons, qui était un homme d'affaires et qui était capable d'apporter son point de vue comme homme d'affaires aussi. Yvon Gaudreault, que tout le monde a connu, le docteur Yvon Gaudreault, lui qui, comme tout le monde le connaissait, puis il savait qu'il n'était pas de mon parti politique, lui, il avait le don de me donner l'envers de la médaille. Mais d'avoir l'envers de la médaille, c'est souvent très pratique pour un politicien. Quand tu peux connaître le point de vue des deux côtés. Puis en même temps, bien, Yvon était maire de Percé par la suite, dans le temps que j'ai été député. Et j'ajoute, Gaétan, je vais être bref là-dessus, c'est que dans les rôles qu'on a eu à jouer avant d'être en politique, moi, j'ai été très actif au niveau des chambres de commerce, la Chambre de commerce régionale de la Gaspésie. J'étais actif aussi au Chevalier de Colomb. Et ça m'a permis de visiter la Gaspésie avant même de penser d'aller en politique. Il y a des gens dont le point de vue assez sage, que je n'oublierai jamais, là, des gens comme Jacques Plourde, à Rivière-au-Nord, qui était un vieux de la vieille, là, qui est encore là aujourd'hui. Ben oui. C'est un homme qui était sage, carré, cassant à ses moments. Solide. Mais, veut dire, tu sais, il se tenait debout. Là. Malgré la tempête, veut dire, il se tenait debout. Un autre, veut dire, que j'ai estimé aussi, puis qui pouvait me donner, il m'a été très pratique, veut dire, en politique, quand je suis arrivé en politique, il pouvait me donner le sentiment de la communauté anglophone de la Gaspésie, tout en ayant vécu, lui, au milieu d'une communauté francophone à Port-Beau. Ses parents venaient de Port-Beau. Et Jimmy Keys, qui était un homme d'affaires illustre, qui vit encore aujourd'hui. Jimmy, veut dire, très apprécié ses points de vue. Puis un autre, disons, finalement, pour fermer, là, Laurent Coulombe, de Mont-Saint-Pierre, qui était pour moi aussi un grand sage. Il ne parlait pas beaucoup. Et quand il parlait, le message passait. Tout avait été dit. Bien sûr, c'est parmi les principaux. Puis il y a d'autres personnages, je veux dire, tu sais, qu'on pourrait nommer. Là, la liste pourrait être longue, mais je m'arrête là-dessus. C'est des gens, disons, qui ont influencé mon arrivée en politique active. Puis qui ont continué par la suite de me donner des conseils tant qu'ils ont vécu. Non, mais c'est intéressant. Puis c'est comique, même si on a quelques années qui nous séparent, on a côtoyé. C'est sûr qu'on vient du même milieu, là. Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, c'est le même patelin. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Là, parmi la liste des personnes que j'avais identifiées, Guy Flaporton, c'est sûr, médecin de famille, homme d'affaires, maire, quelqu'un qui a fait beaucoup pour la communauté puis pour l'ensemble de la MRC. C'était notre médecin de famille. Même une anecdote, moi, on me dit qu'il m'a sauvé la vie. Là, très jeune, j'ai fait une crise d'appendicite aiguë. Je me souviens un petit peu de ça, là. J'avais peut-être 5-6 ans, puis mes parents m'ont emmené à la clinique à Grande-Rivière, puis tout de suite, lui, il a dit « Hey, ça presse, là, go à l'hôpital », puis il a fallu m'opérer rapidement, puis en pleine nuit, là, mes parents avaient appelé Dr. Flaporton. Fait que, tu sais, c'est des gens là, qui ont eu une signification particulière. Dr. Gaudreault, Yvon Gaudreault. Ah, ben oui. Ben oui, que j'ai connu un peu à mon arrivée à la MRC. Tu as raison, c'est quelqu'un de significatif, là. Un gars extrêmement intelligent. Oui. Il avait une mémoire, il avait une capacité d'assimiler de l'information, c'était terrible, là. Il connaissait les lois municipales sur le bout de ses doigts. Moi, je l'ai vu, là, des fois, là, prendre part à des discussions avec des fonctionnaires qui venaient de l'extérieur, puis nous parler de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC. Écoute, il les contredisait, là, puis il arrivait avec l'article, puis souvent, il avait raison, là, tu sais. Puis quelqu'un qui avait pas peur de s'affirmer aussi, un franc-parler. Pas peur de s'affirmer. Un franc-parler, mais tu avais leur juste avec lui, là. Mais quelqu'un d'une grande qualité, là, effectivement. Mon père aussi, mon père, à quelque part, comme dans mon cheminement politique, m'a influencé. Un magasin général, c'est plein de monde. Il y a du monde qui vient de toute allégeance politique. Tout le monde le sait. Mon père était plus là, bleu, comme on disait dans le temps.
mais il ne mélangeait pas les affaires et la politique. Puis il y avait des amis, je dis bien des amis, dans tous les côtés politiques. Ouais. Fait que je pense qu'il m'a appris là, à faire de la politique autrement, à sa façon, dans le sens que oui, on a des convictions, on travaille avec des formations politiques, mais la vie continue, puis il y a d'autres choses que la politique de la vie. Tu sais, ça a été sans le savoir, parce que c'était pas un gars qui parlait beaucoup, mon père. C'était pas un grand parleur. Quand il parlait, là, c'était bref, mais tout avait été dit, là. Mais dans son comportement, dans sa façon de faire, il nous enseignait beaucoup de cette façon-là. Puis plus tard, j'ai compris beaucoup de choses qu'il ne m'a pas nécessairement dit, mais me l'enseignait autrement. Fait que ça a été une des personnes, je pense, qui m'a influencé dans ma façon de faire en politique. Les maires de la MRC, puis là, j'ai essayé de mettre des noms. Tu sais, moi, j'ai sorti de l'université à 21 ans, avec un bac à peine complété, que j'ai complété par après mes formations universitaires, mais les maires de la MRC Rocher-Percé m'ont donné une chance. Ils m'ont mis au monde au plan professionnel puis au plan politique aussi. Claude Cyr, qui a été le préfet pendant, je dirais, une quinzaine d'années. Ouais. Claude, un enseignant. Beaucoup d'enseignants dans les maires quand je suis arrivé en 83. Beaucoup d'enseignants qui, on dirait, étaient fiers d'avoir un jeune qui arrivait avec une belle formation, quand même pour l'époque, tout ça, en géographie, qui était pertinent avec la MRC, mais qui m'ont donné ma chance, puis qui m'ont enseigné sans le vouloir. Là, je peux les nommer. Il y avait le docteur Gaudreau, il y avait Sainte-Thérèse, on a passé plusieurs. Mon père était maire un petit bout là-dedans. Grande-Rivière, on a eu M. Morris. Ensuite, on a eu M. Sirois, entre autres. Ensuite, Pabot, Clermont-Duguay. Hein, on l'appelait le sage à la MRC. Ah ouais. Clermont, qui n'a jamais de problème, il y a juste des solutions. Jean Paquin, à Chandler. Jean Paquin, un gars aussi un peu du style au docteur Gaudreau, extrêmement brillant, mais assez tranchant aussi, qui était quelqu'un là, qui m'a fait avancer beaucoup aussi là, à sa manière. Côté de Pabot-Mille, Claude Cyr, qui s'est ramassé préfet très rapidement, avec qui ça a été un coach extraordinaire pour moi, un enseignant. Monsieur Baudin, Maurice Baudin, le sage de la MRC, qui avait déjà à l'époque au-dessus de 70 ans, 50 ans, je pense, dans la commission scolaire. C'est un Baudin, ça, hein? Pardon? C'est un Baudin. C'est un Baudin. C'est-tu parent avec toi un peu, ça, quelque part? On avait une lignée, quelque part. Si on remontait à nos ancêtres, oui. Monsieur Baudin, qui était tout un phénomène. On avait bien du plaisir avec lui. André Huard, un autre professeur. André, Gaston Follum a été maire aussi, après M. Baudin. Hein. Oui. Moi, je parle, disons, de ceux en 83 quand je suis arrivé. Après ça, mais là, il y en a eu, on pourrait en nommer des dizaines. Ouais. Mais Robert Béyanis, pour Daniel, Robert, qui était... c'était un personnage aussi. Un personnage. Robert, on s'entend là-dessus, là, quelqu'un qui avait été très impliqué dans le syndicalisme, là, au niveau des Teamsters d'Amérique, un syndicat assez musclé, on va dire. Puis quelqu'un qui n'avait pas peur non plus d'affirmer ses positions. Fait que tu vois, ça, c'est des gens, là, c'est sûr que Claude Cyr en tête comme préfet m'a fait énormément confiance, puis c'était mon patron. Mais l'ensemble des maires, là, ça a été pour moi une très, très belle école. Des gens qui arrivaient avec des formations variées, mais toutes des belles convictions, puis des gens qui se tenaient debout puis qui étaient là pour les bonnes causes, de façon très générale. Arthur Drolet aussi, Arthur, qui était maire de Gaspé. De Gaspé, oui. Qui avait travaillé à la Gaspésia, qui a marié une femme de Chandler, Mme Sainte-Croix. Oui. C'est Arthur Drolet, finalement, qui sur son règne, que j'ai traversé à la ville de Gaspé. 10 belles années. Quelqu'un qui était visionnaire, quelqu'un d'audacieux aussi. Là. Il a posé des gestes là, qui ont été fondateurs pour la ville de Gaspé. Il n'a pas eu peur, des fois, de prendre des décisions pas nécessairement populaires, mais ça a donné beaucoup de résultats dans les années qui ont suivi. Je dirais aussi, au niveau des professeurs, là, je reviens rapidement sur Raymond Cabri. Je n'ai parlé à ma dernière chronique. Raymond, c'était quelqu'un qui, je me souviens, jeune, à l'élémentaire à Sainte-Thérèse, Raymond est arrivé, comme je dis Raymond, il me pardonnera, là, je pense qu'on peut se tutoyer aujourd'hui. On est arrivé comme jeune directeur, je le disais, il a remplacé les religieuses à l'époque qui étaient au Bon Pasteur. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui m'a influencé par sa prestance, hein, un grand bonhomme quand tu as 8 ans. Sa sagesse, sa prestance, une grosse voix, là, quand il parlait, là, je peux dire qu'on écoutait. Mais c'est toujours intéressant, pas quelqu'un nécessairement d'autoritaire, quelqu'un d'imposant par ses messages aussi. C'est lui qui avait dit à un moment donné, soyez pour, soyez contre, mais soyez jamais indifférent. Ça, je n'ai jamais oublié ça, c'est donc bien vrai. Ouais. Michel Larose aussi, un historien, un professeur d'histoire au Cégep de la Gaspésie. C'est lui qui m'a appris à aimer l'histoire, qui m'a amené à m'inscrire en histoire à la première session à l'université. Un bonhomme extrêmement intelligent, renfermé, on ne savait jamais de quel bord il était, mais la beauté de Michel Larose, c'est qu'il nous amenait à être critiques et à se forger une opinion. Il nous présentait des faits historiques, là,
Puis là, on disait, ben là, il amenait toutes les pour, après ça, toutes les contre. Mais là, il disait, ben Michel, on se tutoyait. À l'époque, là, on disait, Michel, c'est quoi finalement? C'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? Tu où, toi? Il nous répondait, ben c'est à toi à décider. Je t'ai amené les deux côtés de la médaille, c'est à vous autres à vous forger une idée. Ça m'a éveillé là, au niveau de l'importance d'avoir toujours les deux côtés de la médaille dans la vie. Hein. C'est rarement blanc puis noir. Hein. Souvent, la vérité est entre les deux. André Gagné aussi, un professeur du cégep, quand j'ai fait ma maîtrise de l'Université de Rimouski, c'est-à-dire ma maîtrise en développement régional, un bonhomme qui a été extrêmement intéressant, qui m'a encouragé parce que je faisais ma maîtrise, il me restait 1 an de rédaction, nouvel emploi à Ville-de-Gaspé, j'ai voyagé 1 an, les journées n'étaient pas assez longues, puis il m'a vraiment encouragé à poursuivre. Peut-être que j'aurais arrêté, honnêtement, ou j'aurais pris un break, quelqu'un qui m'a vraiment motivé, là, puis extrêmement intéressant. Puis le dernier, ben non le moindre, puis je le dis en toute transparence, puis je te dirais, c'est toi. Je pense que je l'ai peut-être déjà mentionné. Je me souviens des images là, quand j'étais à la MRC, début vingtaine, tu étais député. Puis quand tu venais nous rencontrer, je trouvais ça toujours intéressant parce que tu n'étais pas quelqu'un de partisan. C'était jamais, tu parlais jamais mal de personne, ni de l'autre parti. C'était constructif. Ce que tu amenais, c'était bien étoffé, bien argumenté. Puis je sentais que tu ralliais les gens autour de toi. Il y avait des gens de toute allégeance politique autour de la table, mais les gens avaient un respect pour toi. Puis ça, on le sentait, là, tu sais. Fait que, honnêtement, là, j'ai des souvenirs à Bellefeuille, des prises de parole que tu as prises, des paroles que tu as dit, des positionnements que tu as pris, puis ça a resté gravé. Fait qu'à quelque part, tu m'as influencé aussi. Bon, mais tu n'as pas réussi à m'amener de ton côté. Mais c'est pas grave, on a travaillé pour la région, les deux. Hein? Fait que ça fait le tour du premier bloc. Hein? Ouais. Non, ben, je veux dire que, juste rajouter, parce que tu viens de me dire, d'abord, merci beaucoup là, de publiquement dire que j'ai pu marquer un peu de ton parcours. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de partisan à tout prix. Puis, à un moment donné, je raconte une anecdote de Chevalier de Colomb. Chez Chevalier de Colomb, on n'est pas supposé de faire de politique active à l'intérieur des murs. Mais à l'extérieur, personne qui t'empêche de faire ça. Je racontais, à un moment donné, à une assemblée de Chevalier de Colomb, justement le parcours qui m'avait amené en politique active. Et les principaux appuis, le fait que j'ai voyagé à travers la Gaspésie au niveau des Chevaliers de Colomb, au niveau régional, moi j'ai rencontré les Chevaliers de Colomb, c'était pas tous des rouges, les Chevaliers de Colomb, là. Il y en avait de toutes les couleurs, mais particulièrement soit péquistes ou soit... j'étais chum assez avec le docteur Marin. Hein. J'aurais pu le nommer aussi comme quelqu'un qui a marqué mon parcours. Hein. J'ai dit, les premières portes à laquelle je suis allé frapper pour avoir des appuis, pour me lancer en politique, pour aller d'abord à l'Assemblée d'investiture, chez des gens que je connaissais. Mais les gens que je connaissais pas, que je connaissais, moi, il n'y avait pas une affiche dans le front qui était rouge ou d'une autre couleur. Alors, quand ils me voyaient arriver, il y en a qui ont été surpris ils étaient surpris de me voir arriver. Mais j'étais cogné aux portes des gens que je connaissais. Puis, je n'avais jamais fait de politique de façon partisane, outrée, là. Ce qui fait que, quand j'étais en politique, pour gagner en politique, tu le sais, Gaétan, il faut qu'il y ait des gens qui aient changé de couleur. Parce qu'autrement, tu ne gagnes pas. Ouais. Tu perds. Faut additionner, on dit. Hein? Faut additionner. Faut additionner. Alors, c'est ça. Dire que non, d'ailleurs, j'en fais une remarque à un moment donné là, dans un écrit là, où la partisanerie politique, moi j'ai combattu la partisanerie à son expression la plus péjorative, là, parce qu'on n'avance à rien avec ça. Donc, tout ce qu'on fait, on crée de la chicane. Absolument. Et on n'avance à rien. Alors, si dans l'avenir, on va conclure à un moment donné nos émissions, là, ben, moi, je pense qu'une leçon qu'on devrait tirer de tout ça, c'est d'essayer d'améliorer ce côté-là négatif de la politique. Absolument. Très d'accord avec toi. Ferme la parenthèse. Oui, absolument. Là, on est rendu dans le bloc là, les causes, les engagements qui nous ont amenés à être actifs au niveau public, même des fois avant d'arriver en politique. Là. Fait que, toi, je voyais dans ta feuille de route, tu en as quand même plusieurs. As-tu le goût de nous en parler un peu? Oui, bien, disons qu'au niveau, disons, de la politique municipale, tu es confronté non seulement dans ton milieu propre, mais au niveau de la région, au niveau de la MRC, au niveau de l'ensemble de la région. On est confronté à toutes sortes de problèmes. Dire si on pouvait les résoudre, c'est pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens.
Oui, un des problèmes je veux dire, qui m'avait frappé, au niveau des pêcheries, par exemple, c'était la relation difficile entre les pêcheurs et les transformateurs. C'était difficile au point que, à un moment donné, ça a quasiment causé la fermeture d'usines. Un transformateur qui n'arrive plus à s'entendre avec ses pêcheurs, un pêcheur change d'usine, et là, ça met en cause d'abord la survie de l'usine, et ça met en cause les emplois dans cette usine-là. Un gros employeur. Ça, c'est une des choses qui m'avait préoccupé avant d'arriver en politique. Je me disais, si un jour je vais en politique, je vais essayer de travailler de ce côté-là. L'autre affaire, disons, moi, j'étais en éducation. Puis en éducation, ben, j'étais en relation avec d'autres directions d'école, puis des directeurs d'école qui se plaignaient que leur école, particulièrement au primaire. Au secondaire, les écoles étaient relativement récentes. Alors, il n'y avait pas de problème, disons, d'entretien majeur ou de réparation majeure. Mais il y avait des écoles, je veux dire, sur notre territoire, disons, qui faisaient vraiment pitié. Pas de bibliothèque, pas de salle pour faire de l'éducation physique, pas de cours de récréation ou des cours qui étaient mal aménagés. Alors ça, c'était une de mes préoccupations. Je me disais encore une fois, quand je vais arriver en politique, ça va être une des causes. L'autre cause que tu as connue aussi, disons, c'était la carence de logement pour les personnes âgées, non seulement dans notre MRC, mais à la grandeur de la Gaspésie. Et je m'étais dit, un jour, si je suis député, si je vais en politique provinciale, je vais m'occuper de ça, parce qu'au niveau municipal, on avait de la misère à se faire entendre. D'ailleurs, je te rappelle qu'à ce moment-là, pour être capable de réaliser un projet en logement communautaire, il fallait que les deux gouvernements s'entendent sur chacun des projets, pas sur un ensemble. Ce n'est pas un programme annuel, c'est sur chacune des unités. Ça a été une autre affaire. Une autre chose qui me préoccupait beaucoup, moi, j'étais proche de certains pêcheurs de homard. Et dans le homard, c'était la catastrophe qui s'annonçait parce qu'il y avait trop de permis. La ressource était plus ou moins protégée. Et dans les années 80, je dirais entre 80 et 85, ça a commencé, là, les pêcheurs de homard ont commencé à se conscientiser sur la capacité de conserver la ressource. Et pour conserver la ressource, bien, il y avait des moyens à prendre. Un, c'était de réduire le nombre de permis. Il y avait trop de permis. Chicane entre les territoires de pêche, je pense que tu as entendu parler de ça aussi. Ça, c'était une autre cause qui me préoccupait, parce que les pêcheurs de homard avaient de la misère, là. Avaient de la misère. Dans les années 80, là, c'était pas le Klondike, la pêche au homard. C'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, là. Et si ce qu'il y a aujourd'hui, là, bien, c'est grâce à la discipline que les pêcheurs de homard se sont donnés eux-mêmes. Ils n'ont pas été forcés par personne, ils se sont concertés, ils se sont donnés des associations, les gouvernements ont aidé, mais l'initiative est venue du milieu. Et c'était à l'honneur des pêcheurs. Ça fait toute une différence aussi que ça vient de la base. Hein? Ah, aujourd'hui, la pêche... Si entendez-vous, après ça, on ira vous aider, bien c'est ça, tu sais. Ouais. Hein? Ça parle. Oui. Alors, c'est quelques causes, là, Gaétan, qui m'ont amené, qui m'ont convaincu d'aller en politique. L'autre affaire aussi, c'est que, si tu te souviens, tu étais déjà à la MRC à ce moment-là, c'est qu'il y avait une vague de centralisation des bureaux régionaux de ministère vers Québec, ou vers des régions protégées par certains hommes politiques influents. Exact. Je fais juste mentionner que dans la région de la Gaspésie, le bureau de Saint-Anne-des-Monts du ministère des Transports, puis celui de Gaspé, s'en allait à New Carlisle. Je trouvais ça épouvantable. De toute façon, à la MRC, vous avez eu à vous débattre avec ça aussi. Différents autres ministères, là, veut dire, où il y avait tendance à aller vers Rimouski au niveau de la santé, etc. Alors, ça donne un bon bagage pour te pousser dans le dos, pour t'en aller en politique. C'est comique. On aurait dû se parler avant parce qu'il y a des choses que je réalise en t'écoutant. Oui, coïncider, coïncide. Ben oui. Ben c'est sûr qu'on... C'est là qu'on voit qu'en Gaspésie, les dossiers, c'est lent. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Parce que même si tu as passé en politique là, plus d'une dizaine d'années avant moi, il y a des dossiers que tu as traités puis que j'ai abordés aussi comme député. Fait que, ou continuer. Il ne faut pas lâcher. Il faut être tenace. C'est ça. Ben, les combats que tu as livrés, là, moi, je reconnais que c'était des combats prioritaires et importants.
Je te dirais, moi, en résumé, peut-être les dossiers que je me suis impliqué avant d'aller en politique. C'est sûr que quand je suis arrivé à la MRC, c'était les premières années. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été adoptée en 1979. La MRC Rocher-Percé a été créée en 82. Moi, j'arrivais en 83, fait que c'est pratiquement au début. Je te dirais que la première tâche d'un DG, je me suis rendu compte rapidement, c'était de faire de la concertation autant que possible. Puis je dis bien autant que possible en lettres majuscules. Parce que c'était la première fois que les municipalités étaient appelées à s'asseoir ensemble. Il y avait les conseils de comté avant, mais ils se réunissaient 3 fois par année, puis ils parlaient juste d'évaluation foncière. Mais là, pardon? Ça n'avait pas d'influence. C'était pas la même chose, là, tu sais. Là, d'abord, les villes arrivaient à la table de la MRC, alors que les conseils de comté, c'était juste les municipalités régies par le code municipal. On disait les petites municipalités en taille. Puis, il y avait l'aménagement, l'environnement, le développement économique qui arrivait. Fait que ça a été une belle expérience aussi de voir la joute politique en toutes ces... Il y avait 10 maires à l'époque, là. Les 10 maires qui devaient travailler pour leur communauté, mais en même temps, il fallait les amener à développer un sentiment d'appartenance régionale à la MRC. Non plus seulement penser pour ta municipalité, mais penser pour ta MRC. Fait que ça a été un travail de longue haleine. Là. Je dirais les 10 premières années de la MRC, de bâtir ce sentiment d'appartenance-là, atténuer un peu les chicanes de clocher. Le clocher, ça a été une grosse partie de mon mandat comme DG. Après ça, il y a eu toute la question, tu l'as abordé un peu, la décentralisation, la région administrative. Dans les années 80, on était la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Oui. La santé était gérée à Rimouski, par le CRES à l'époque. La culture, c'était Rimouski. Les loisirs, c'était Rimouski. Les affaires municipales, M. Coulombe, qui était probablement connu, Jules Coulombe, M. Caron, directeurs régionaux qui aujourd'hui sont remplacés, par exemple, par Michel Gionnet, Rénal Méthode et compagnie. Tous ces gens-là du coin, avant, c'était des gens de Rimouski. Puis on allait à Rimouski, 500 km, quand on avait un dossier. On n'avait pas les conférences web comme aujourd'hui. C'était embarque dans l'auto, puis va-t'en à Rimouski. Fait que ça, tout le combat de la région pour avoir notre région administrative. 1988, Gaspésie-les-Îles autonomes. Le Bas-Saint-Laurent va commencer à Matane, le fameux débat aussi de Matane, la région, dans Gaspésie, de la région, ou dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que ça a été un combat important qui nous a amené, c'était pas juste une question d'avoir notre région administrative, c'est l'idée, comme tu l'as mentionné, d'avoir nos directions régionales autonomes. Ouais. On en a eu quelques-unes. Malheureusement, on n'a pas pu tout y gagner. Transport Québec a toujours resté à Rimouski. L'éducation a toujours été à Rimouski. Mais on a quand même gagné plusieurs. Puis ça, ça fait en sorte que tu as un directeur ou une directrice régionale qui demeure sur le territoire de la Gaspésie. D'abord, elle vit sur le territoire, elle connaît la réalité, elle est plus facilement accessible. Puis je suis convaincu que ça fait une grosse différence. Donc ça a été un beau gain. Puis c'est un combat, ça, qu'il faut livrer encore aujourd'hui. Puis je le dis ouvertement, en tout respect pour les gens du Bas-Saint-Laurent. J'ai des amis, j'ai des collègues, c'est des gens extraordinaires, mais on a deux réalités différentes. Puis quand on parle d'Est du Québec, la fameuse notion d'Est du Québec, moi, les poils me lèvent sur les bras, puis j'ai déjà eu d'ailleurs des bonnes discussions au sein de mon caucus avec d'autres collègues du Bas-Saint-Laurent par rapport à ça. J'ai dit, écoutez les amis, là, on est la Gaspésie-les-Îles, vous êtes le Bas-Saint-Laurent, il y a la Côte-Nord, puis pour moi, l'Est du Québec, c'est une notion qui devrait être révolue parce que les extrémités ont toujours été perdants. La Côte-Nord a été perdant dans la notion d'Est du Québec, la Gaspésie puis les îles étaient perdants, puis le grand gagnant, c'était même pas le Bas-Saint-Laurent, c'était Rimouski, puis j'ai rien contre Rimouski. Rimouski est un pôle important, il y a un rôle capital à jouer, mais on a quand même des nuances, puis on est à 500 km, donc je pense qu'on mérite d'avoir notre région administrative différente. Écoute, on pourrait en parler longtemps, là, mais les transports, on a commencé à travailler aussi des années 80 avec la perte du service de Via Rail, train passager. Je me souviens, comme député, tu étais venu nous rencontrer avec un haut fonctionnaire pour nous expliquer la stratégie à mettre de l'avant au niveau de Transport Québec pour tenter de convaincre Via Rail de rester. Plusieurs combats, les transports, la santé. La santé, là, on est encore pris pour se rendre à Rimouski, encore un 500 km minimum pour des services de santé spécialisés. La MRC s'est impliquée beaucoup pour le sauvetage, appelle ça sauvetage de l'hôpital de Chandler des années 90. On a abordé le sujet la dernière fois. Tu sais, c'est des combats. Oui. C'est des combats à livrer d'une certaine façon. Il faut choisir nos combats parce qu'on ne peut pas tout y gagner. On a de l'énergie, oui, mais elle est quand même limitée, des ressources aussi. Mais beaucoup de dossiers, puis malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, beaucoup de ces enjeux-là qu'on a travaillés souvent avant notre passage en politique, ils reviennent, là, on dirait périodiquement. Aux 10 ans, là, il faut être vigilant parce que souvent, rien n'est acquis de façon permanente. Jamais. C'est vraiment le cas.
Donc, beaucoup de dossiers. Le moratoire du poisson de fond, 1993-94, je me souviens, on a dû monter des projets à la MRC. On était au 2e étage de chez Mitan Photo, Flamme à l'époque, je m'en souviens. 1200 employés qui avaient été engagés par la MRC. On avait monté 3 projets. Un pour construire les sentiers de VTT puis de motoneige en forêt pour desservir la MRC avec le réseau La 5 aujourd'hui. Il y avait aussi un projet de prospection. On avait formé des prospecteurs là, pour de la prospection minière. Je me souviens, Christian Desrosiers, son nom me revient, un ingénieur qui était le professeur. Puis il y avait aussi au niveau touristique, là, la ZEC des Anses, etc., là, la réserve de Port-Daniel. On avait mis au travail 1200 personnes qui étaient, suite à la fermeture de la pêche à morue, au moratoire, là, sans emploi. Fait qu'il fallait fournir du travail à ces gens-là pour se qualifier à l'assurance-emploi. Ensuite, il y a eu, tout s'est replacé, mais la première année, ça a été une année là, très difficile, effectivement. Ouais. Fait que ça, je pense que ça, tu vois, on n'est pas encore en politique active officiellement, mais officieusement, on est devant impliqué là, dans des relations avec le fédéral ou Québec, c'est clair, là, dans nos fonctions. Là. Puis avec les prises de position qu'on prenait à ce moment-là, c'est que là, on avait comme les 2 mains liées en arrivant en politique de livrer. Tu nous en parlais il y a 2 ans, puis tu disais telle affaire il y a 2 ans, et aujourd'hui, tu es là, c'est quoi tu fais, là? C'est donc bien vrai ce que tu dis, là. J'ai déjà dit ça, effectivement, à plusieurs reprises, là. Tu sais, on s'est engagé, on s'est mué, puis il y avait une pression, parce que notre population était habituée à nous voir les défendre, soit dans la Chambre de commerce, soit comme maire, moi comme DG des MRC. Fait qu'ils étaient habitués à nous voir là, prendre des positions publiques, toujours pour défendre la région. Mais le jour que tu arrives député, là tu es de l'autre côté de la médaille. C'est l'autre côté de la médaille, c'est l'autre côté de la table. Puis les gens, là, la pression est sur toi, là, tu sais. Mais on dit pression, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu nécessairement une grosse pression parce que je pense que c'était dans notre ADN de continuer à défendre avec d'autres moyens, d'autres outils, notre région. Hein. Et quand tu soulèves la question du moratoire, disons qu'on va peut-être avancer peut-être de quelques années, là. Moi, c'est le moment de ma vie de député que j'ai trouvé la plus difficile. Ah oui. Le moratoire dans le poisson de fond, là, c'est que l'économie de la région s'écroulait. Exactement. Puis c'est par les gens de la région qu'on a été capable de remonter la côte. Ça a pris un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, disons, ce qu'on avait cru démoli en 93-94, aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre notre région. Oui. La pêche. Ça, grâce à qui? Grâce aux gens de la région. Les gouvernements ont aidé, mais les initiatives ne sont pas venues du gouvernement. Les initiatives sont venues des transformateurs, des propriétaires d'usines. D'abord, je le dis sans méchanceté, on s'est débarrassé des corporations géantes, que je ne nommerai pas, mais que tu connais. Oui. On s'est débarrassé d'eux autres, qui étaient dirigés par des fonctionnaires, puis qui n'avaient aucun intérêt, disons, au développement économique de la région. Ce qui importait, c'était leur poste, leur siège. Les actionnaires. C'est ça. Alors, les transformateurs, les propriétaires d'usines se sont repris en main. Ont accepté, évidemment, les aides gouvernementales parce que ça a pris des aides gouvernementales. Normal, mais l'initiative venait du milieu. Oui. Puis là, je pense à... Je ne veux pas en nommer, là, mais je pense à des gens, disons, qui ont joué un rôle capital. Certains sont disparus aujourd'hui, là, des propriétaires d'usines. D'autres sont encore là. Puis, d'un bout à l'autre de notre comté, de Mont-Louis jusqu'à aller dans la baie des Chaleurs, les usines de pêche fonctionnent. La durée d'opération est passée d'une couple de mois à 6 mois. Oui. Aujourd'hui, on cherche du monde. On manque de monde à l'intérieur des usines. C'est une consolation. C'est parti d'une épreuve, mais ça s'est transformé en une consolation, en tout cas en ce qui me concerne. Absolument. Puis en ce qui concerne beaucoup de monde, là. Vraiment, là, les gens du milieu méritent qu'on lève notre chapeau parce qu'ils se sont pris en main. Oui. Puis ça marche. Absolument. Parce que c'était gros, là, depuis plus de 100 ans, là, on faisait l'exploitation de la morue. C'était traditionnel, on était bien dans notre zone de confort là-dedans, puis du jour au lendemain, il n'y a plus de ressources. Il fallait se virer de bord, s'adapter, puis ils l'ont fait. Puis, tu
Tu sais, je pense que c'est important de profiter de l'occasion pour le dire. C'était pas prévu, mais ça arrive sur le plancher. Les industriels de la pêche, là, tu sais, ils tiennent une grosse partie de l'économie de la région. Puis c'est des gens qui doivent s'adapter continuellement. Oui, en 94, ils l'ont fait, mais aujourd'hui, il faut qu'ils s'adaptent avec les crises là, de toute l'économie mondiale. On est rendu qu'on fait affaire avec la Chine, avec le Japon, avec les États-Unis, les tarifs commerciaux, toutes les règles de commerce international. Je sais pas si tu as Ces eu... gens-là, ils sont vraiment là, sur la scène là, économique, mais politique à quelque part aussi, à leur façon. Là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ou d'entendre, sûrement d'entendre parler du Boston Seafood. Exact. Là, nos industriels, là, tu sais, c'est des maîtres de la place. Des majeurs quand ça arrive. Des majeurs de la place Oui. aux États-Unis. C'est la plateforme mondiale pour Absolument. le commerce extérieur. Oui. Alors, disons qu'on leur doit beaucoup. Ils ont fait des sacrifices, ces gens-là. Les pêcheurs ont compris que leur avenir était dans la collaboration. Oui. Puis, on veut dire, quand tout le monde se donne la main comme ça. Travail d'équipe. Parce que l'approvisionnement, c'est les pêcheurs qui À ce moment-là, les gouvernements n'hésitent pas à venir en aide. Oui, exactement. Ouais. C'est toute la filière. Les travailleurs d'usine jouent un rôle extrêmement important. Les pêcheurs qui amènent l'approvisionnement. À tous les niveaux. Nos industriels qui transforment et qui s'assurent d'être compétitifs puis de trouver des débouchés partout sur la planète. Là. Puis il y a des organismes comme Jim Export à travers ça qui viennent les soutenir là-dedans. Oui. C'est vraiment, c'est rendu gros les pêches là, en Gaspésie. Puis on peut être fier en termes de volume, mais en termes de qualité aussi. Là, tu sais, je pense que c'est une des marques de commerce de la Gaspésie, puis bravo à tout ce monde-là. La politique au-delà de la partisanerie vous a été présentée par la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.